Bonjour à toutes et tous. Merci pour ces présentations et ces commentaires très, très riches. Bon, alors, assez rapidement, beaucoup de choses ont été dites, y compris certains éléments d'analyse juridique. Si je devais dire quelques mots pour compléter, pour essayer, tenter d'éclairer à ce stade du premier séminaire ce qu'est la capacité pour les juristes et comment peut-être les juristes pensent effectivement la capacité et comment on peut situer cette notion à la fois dans le champ lexical du droit et plus largement situer cette notion aussi par rapport éventuellement à d'autres disciplines. Alors, quelques mots, bon, je souhaiterais distinguer notamment, revenir sur plusieurs dichotomies ou plusieurs distinctions. D'abord, une qui me semble effectivement très importante, c'est cette polysémie du terme capacité et notamment cette distinction entre ce qu'on appelle la capacité juridique et qu'on pourrait distinguer globalement, même si Fabrice a fait une présentation plus nuancée en distinguant de manière très intéressante la capacité fonctionnelle d'une part, la capacité à décider et se décider, et la capacité morale, l'aptitude à mener une vie conforme à ses valeurs, si j'ai bien compris, eh bien, effectivement, on peut distinguer, nous, la capacité juridique et la capacité matérielle, avec cette idée qu'il peut y avoir une disjonction entre les deux, et ça me paraît très important comme idée, sachant que la capacité juridique se situe plutôt du devoir-être, c'est l'aptitude juridique, c'est presque une tautologie de le dire comme ça, l'aptitude juridique, l'habilitation juridique à exercer, à jouir et exercer ses droits. On reviendra sur la distinction entre jouir et exercer, alors que la capacité factuelle est du côté de l'être et pas du côté du devoir-être. Et c'est effectivement l'aptitude matérielle, physique, réelle, on pourrait dire, à agir, à faire, à décider. Donc ça, c'est effectivement la première distinction et c'est celle qui nous permet de penser justement la disjonction entre les deux. Et je pense que derrière l'article 12, quand on lit qu'il y a une interprétation de l'article 12 qui impliquerait une abolition des systèmes de décision substitutive, et je souhaiterais aussi insister sur le mot système et pas seulement sur décision substitutive. C'est-à-dire que je trouve intéressant justement que la critique soit focalisée notamment sur les systèmes. Or, on peut entendre derrière le mot système la question des statuts juridiques. La question des statuts juridiques. On peut tout à fait critiquer, on peut tout à fait admettre qu'il puisse y avoir des situations où le droit admet qu'il y ait de la décision substitutive. On pourrait discuter d'ailleurs selon quelle modalité technique, puisqu'il n'y a pas, la décision substitutive ne passe pas nécessairement que par le système de la représentation légale, tout en critiquant l'idée qu'il y ait des statuts incapacitants. Et je souhaiterais ici introduire la distinction entre les décisions et les statuts. C'est-à-dire que le problème de la tutelle, un des problèmes de la tutelle, c'est que c'est un statut. C'est un statut qui justement vous place dans la catégorie incapable de manière permanente. Voilà. Alors évidemment, le droit apporte aujourd'hui des nuances et l'évolution du droit dit que même à l'intérieur de ce statut, notamment en ce qui concerne la matière personnelle et pas la matière patrimoniale, la matière extra-patrimoniale, il y a lieu de réintroduire à chaque fois de l'analyse au cas par cas des capacités. Mais quand même, la tutelle reste un statut incapacitant d'ordre général. Donc je pense qu'effectivement, il est important de penser cette disjonction entre capacité juridique et capacité matérielle, et que certains discours du droit, pas tous, parce que, en tout cas, une des évolutions perceptibles dans le droit, même s'il faudrait la nuancer, il y a des histoires de flux et de reflux dans cette affaire, eh bien, c'est justement d'aller vers ce qu'on appelle l'individualisation, et le cas par cas, bon, ce qui est une idée assez commune, mais qui justement vient remettre en cause, alors soit de l'intérieur, le fonctionnement de ces régimes d'incapacité, se pose la question de savoir est-ce qu'on pourrait les remettre en cause de l'extérieur, c'est-à-dire tout simplement abolir ces statuts pour en rester à justement des dispositifs d'évaluation, d'autres dispositifs d'évaluation plus individualisés, plus ponctuels. Ça, c'est la première distinction entre capacité juridique et capacité matérielle. Deuxième distinction qui
qui n'est pas facile à penser et qui, pour tout vous dire, n'est pas forcément très clair pour moi, mais on peut en dire quelques mots. C'est comment articuler la notion de capacité avec la notion de liberté. Et il me semble que quand on s'intéresse à la notion de capacité juridique, enfin, de capacité dans le champ du droit, il me semble qu'il y a plusieurs traits qui distinguent peut-être la capacité de la liberté. C'est que, premièrement, ça c'est une réflexion un peu générale, la capacité me semble être une notion assez dépolitisée, ça je rejoins ce que dit Benoît, c'est-à-dire une notion qui est une notion qui vient du droit civil et qui est une notion assez technique, qui sert en fait à gérer et à l'organisation des régimes d'incapacité ou comment dire, qui sert de base à l'organisation des régimes d'incapacité, de restriction d'aptitude juridique à agir. Bon. Alors que la liberté a plus une connotation effectivement d'ordre politique. Donc dimension technique versus dimension politique, même si c'est une idée qui est assez générale. Mais plus précisément, je pense que la capacité a beaucoup lié avec l'agir juridiquement, c'est-à-dire pas simplement l'aptitude juridique à agir, hein, c'est une aptitude juridique à agir juridiquement. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, la capacité vise l'aptitude à passer des actes juridiques. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as dit, Clotilde, parce que c'est ce que tu as illustré, mais je souhaiterais insister sur ce point, c'est-à-dire que le fait que, en réalité, les régimes d'incapacité sont là, ont été pensés, et c'est pas pour rien que ça vient du droit civil, sur le modèle du contrat, sur le modèle de la personne vulnérable contractante, hein, à savoir empêcher celui qui risque de dilapider son patrimoine par contrat ou par testament, puisque le testament effectivement n'est pas un contrat mais un acte unilatéral, eh bien, par acte juridique en tout cas, de dilapider son patrimoine. Donc il y a quelque chose d'assez consubstantiel à mon avis entre capacité et acte juridique, là où la liberté à mon avis a un sens plus large. C'est-à-dire que la liberté n'est pas seulement celle de conclure des actes juridiques. Bon. Alors là encore, je souhaiterais nuancer parce que l'évolution du droit positif, notamment à travers la reconnaissance et la prise en compte de la sphère personnelle en droit des incapacités, la prise en compte de la sphère personnelle à côté de la sphère patrimoniale, c'est-à-dire la capacité de la personne à prendre des décisions, à conclure à prendre des décisions en ce qui concerne sa vie personnelle et pas seulement ses biens, eh bien, à mon avis, renforce la porosité entre la capacité et la liberté. Hein. Parce que justement, autant quand on agit sur les biens, eh bien, le rapport aux biens nécessite la médiation de l'outil juridique, d'un outil juridique. La propriété est par nature une fiction juridique. On pourrait le dire, alors, bien sûr, peut-être les anthropologues contesteraient cette affirmation, mais en tout cas, pour penser le lien de propriété, on se situe d'ores et déjà, toujours déjà, on pourrait dire, dans la sphère du droit, alors que pour agir, pour se déplacer, pour déambuler, par exemple, si on prend sa liberté d'aller et venir, on n'a pas besoin du droit. Hein. Il y a quand même cette idée de savoir, effectivement, est-ce qu'on se situe par nature déjà dans la sphère du droit ou est-ce qu'on peut penser à un agir indépendant qui précède le droit. Donc, si vous voulez, cette articulation de capacité et liberté, je pense qu'elle est aussi importante parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance effectivement des droits dont bénéficie la personne frappée d'incapacité, le majeur notamment, le majeur protégé, la prise en compte aussi de la sphère personnelle, eh bien, invite à ne pas simplement s'intéresser aux actes juridiques, mais plus largement à l'agir. À l'agir et pas simplement à la décision qui produit un acte juridique ou qui participe à la création d'un acte juridique, mais plus largement à l'agir. Bon. Voilà, si on fait la distinction aussi entre décider et agir, sachant que la décision peut porter aussi bien sur des actes juridiques que sur des actes matériels. Ça, c'est la deuxième distinction, capacité-liberté. Enfin, en tout cas, qui ne sont pas faciles à articuler à mon sens. La troisième distinction sur laquelle je souhaiterais insister, et là, je donne une précision, c'est que, attention, enfin, j'emploierai le terme de compétence
pas dans le même sens que, à mon avis, l'a employé Fabrice. Je l'emploierai dans le sens dans lequel l'entendent effectivement les juristes. Et ça, c'est tout le problème du dialogue interdisciplinaire aussi, c'est d'abord de s'entendre sur les termes et sur la manière dont chaque discipline définit son vocabulaire. C'est la distinction et l'articulation entre capacité et compétence, au sens juridique cette fois, c'est-à-dire capacité juridique et compétence juridique, qui me semble importante aussi, parce qu'elle me semble éclairer notamment le fait que la capacité juridique est quand même d'abord le propre des personnes physiques. Vous savez qu'en droit, il existe la distinction entre les personnes morales, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, on pourrait dire, pareil, précèdent le droit, existent indépendamment du droit. Alors, bon, on pourrait discuter, mais alors, en tout cas, on pourrait s'accorder sur le fait que les personnes morales, elles, sont une création du droit, sont un construit, pas un donné, et donc, elle n'existe que parce qu'il existe du droit, elle n'existe que par le droit. Bon. Alors bien sûr, il faut que le droit reconnaisse la personne physique aussi, mais en tout cas, il reconnaît quelque chose qui préexiste. Ce n'est pas sa reconnaissance qui crée l'individu préexiste en tout cas à la reconnaissance de la personnalité juridique de la personne physique. Bon, alors pourquoi je voudrais insister sur cette distinction? Parce que je pense qu'il est important de penser que la capacité du côté des personnes physiques, notamment, est conçue comme une aptitude générale d'abord, comme une aptitude générale et abstraite, et c'est ce qui explique que les juristes appréhendent d'abord la capacité, même si en revers, en miroir ou en creux, on parle de présomption de capacité, c'est vrai, mais en réalité, le droit parle d'abord des incapacités, parle d'abord des incapacités et saisit d'abord négativement la capacité à travers les incapacités. Bon. Au contraire, les personnes morales obéissent à ce qu'on appelle le principe de spécialité et comment dire, et ne se voient pas attribuer une capacité générale à agir, mais des compétences précises. Des compétences précises. C'est pour ça qu'on parle plus volontiers de compétences pour les personnes morales que de capacité, et qu'en réalité, là où la capacité par principe est générale, les individus, personnes physiques, sont libres de faire ce qu'ils veulent sous réserve des restrictions qui leur sont apportées, qui en principe sont des restrictions qui ne peuvent pas être totales, qui ne peuvent pas être absolues, même s'il y a les régimes d'incapacité, on l'a dit. Au contraire, les personnes morales, elles, ne peuvent agir que dans le cadre des compétences spécifiques qui leur sont reconnues parce que ce sont des institutions finalisées. Ce sont des institutions finalisées, ce que ne sont pas les personnes physiques. Et donc, il y a effectivement cette idée que la capacité est générale, il n'existe que en revers des incapacités en principe spéciales, on discutera de ce point, alors que la compétence est déjà toujours spéciale. Bon. Deuxième distinction à ce propos, c'est que la capacité est une aptitude à jouir et exercer ses droits, alors que la compétence se situe d'ores et déjà du côté de l'exercice. Bon, donc uniquement du côté de l'aptitude spéciale à exercer un ou des droits déterminés. Bon, ça, c'est une distinction pour montrer aussi comment la capacité, quand même, a partie liée beaucoup avec, et a été pensée sur le modèle de la personne physique, et qu'on emploie plutôt effectivement le terme de compétence pour les personnes morales. La quatrième distinction sur laquelle je souhaiterais insister, et puis je terminerai par là parce que je veux pas peut-être du temps aussi pour que les auditeurs puissent poser des questions, c'est la distinction entre capacité et personnalité juridique, qui pareil n'est pas forcément très facile à penser. Tu l'as évoqué, Clotilde, tout à l'heure. Il me semble que la personnalité juridique se situe uniquement du côté de l'avoir des droits, alors que la capacité se situe là encore du côté de l'avoir et de l'exercer ses droits. Et d'ailleurs, on s'intéresse très souvent, quand on s'intéresse à la capacité juridique, plutôt à la capacité d'exercice. Et ici, je souhaiterais effectivement insister sur la distinction, du coup, qui est critiquée et qui interroge entre, effectivement,
jouissance et exercice des droits, capacité de jouissance et capacité d'exercice des droits, parce que effectivement, les juristes distinguent en droit des incapacités, enfin, font cette distinction en disant qu'on peut très bien être titulaire de droits sans les exercer soi-même. C'est justement tout ce qui est en discussion ici, sans les exercer soi-même, comme ça a été dit précédemment. Mais se pose la question du même coup de savoir quelle est la distinction. On comprend bien la distinction entre capacité d'exercice et personnalité juridique, puisque la personnalité juridique, c'est l'aptitude à avoir des droits, à être titulaire de droits et d'obligations d'ailleurs, de devoirs, alors que la capacité d'exercice, c'est effectivement la capacité à les exercer. Et du coup, qu'est-ce qui distingue la capacité de jouissance de la personnalité? Je pense que il y a plusieurs aspects. C'est que je pense que la personnalité juridique, notamment, est invariable. C'est-à-dire que quand elle est reconnue jusqu'au décès sans susceptible de variation. Alors que la capacité juridique, la capacité de jouissance, même si elle ne peut pas disparaître, parce que effectivement, il faut reconnaître que une incapacité de jouissance qui serait générale reviendrait à nier la personnalité. Là, il faudrait reconnaître qu'il y a effectivement une correspondance entre la négation de l'incapacité de jouissance et la négation de la personnalité. En revanche, les incapacités de jouissance qui ne peuvent être que spéciales et pas générales peuvent varier dans leur domaine et dans leur étendue. Bon. Et donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une distinction à penser et à faire sur le caractère variable ou invariable de la capacité de jouissance d'un côté et la personnalité de l'autre. Bon. Voilà, pour ces distinctions un petit peu notionnelles, mais qui permettent, enfin, je l'espère en tout cas, de situer un petit peu comment le droit envisage la capacité.